Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment customiser des LED comme celle-ci. Donc je vais vous montrer différentes étapes pour réaliser ce projet. Cette vidéo est sponsorisée par JLC-PCB. Donc JLC-PCB est un fabricant chinois de circuits imprimés particuliers ou professionnels. Ils se sont spécialisés dans la fabrication de PCB de haute qualité à faible coût. Mais ils sont aussi capables de faire autre chose, telles que les assembler. On peut aussi faire fabriquer des impressions 3D, on peut tracer facilement et faire imprimer nos PCB. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai réalisé dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le PCB. Passer le PCB, ça va être super simple à mettre en place. Pouvoir faire imprimer notre PCB chez eux grâce à EasyEDA sur lequel on va tracer notre schéma. Ensuite on va exporter les fichiers nécessaires et vous verrez que c'est super simple pour pouvoir commander chez eux. Plus de ça, la livraison elle est assez rapide. Sur JLC PCB vous avez un vaste choix de composants que vous pouvez utiliser. En plus de ça, vous aurez des coupons pour les nouveaux clients. Et pour tous les services qui sont proposés à ce prix, je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est d'aller sur JLC PCB et de tester par vous-même la qualité qui vous est proposée. Donc avant de foncer tête PC, on va s'imaginer le projet. Pour ça, il faut avoir quelques idées en tête et savoir les mettre en œuvre, mais avant ça il y a quelques contraintes. Dans cette bougie lame, dans d'autres aussi que j'ai, on a un diamètre de 6,7 cm, donc ça ce sera important au moment de la conception du PCB. Là j'ai déjà ouvert l'intérieur de la LED et on constate un petit circuit qui fait un effet qui change la luminosité de la bougie, et hormis ça il n'y a pas grand chose, il y a une résistance, un interrupteur et l'alimentation qui provient des piles. Donc pour ça il faut que je trouve comment est-ce que je vais maintenant illuminer le projet. Et on a différentes manières de faire. Donc on peut faire par exemple avec des LED RGB classiques. On peut aussi avec des bandeaux LED RGB. Il est aussi possible de le faire avec un anneau LED comme celui-là. Moi cet anneau LED je me l'étais procuré il y a quelques mois pour faire des essais. Et donc je pense que je vais refaire un peu la même chose que ça. Un petit circuit avec des LED WS2812B. Sauf que ça on va le mettre à l'intérieur de notre plastique et donc vous verrez que ça fera un effet assez joli. On a quelques contraintes pour contrôler ces LED. Il va y avoir différents moyens de contrôler ces LED. Donc il y a par exemple les cartes Arduino comme l'Arduino Mega, l'Arduino Uno, Nano. On a aussi la carte STM32 F103 C8. On a le Raspberry Pi Pico 2040. Et on a aussi l'ESP32 et l'ESP8266. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que ces deux grandes cartes, dans mon cas, je ne vais pas pouvoir les utiliser, donc je les mets de côté. Ensuite, moi, dans mon projet, j'aimerais rester loin de l'infrarouge, parce que je trouve qu'on est quand même assez limité. Même avec ce genre de télécommande, on peut faire que les couleurs qui sont définies dessus et quelques animations supplémentaires, donc je trouve que c'est assez limité. Donc l'infrarouge, on va pas utiliser ce moyen, donc je vais faire quelque chose de sans fil, clairement. On pourrait utiliser ces petites puces Bluetooth pour pouvoir contrôler depuis notre smartphone ou un autre appareil. Mais Bluetooth, donc ça nous fera ajouter des composants en plus sur le PCB. Moi, je vais réduire le nombre de composants au maximum. Je veux un choix dans lequel la communication est déjà prête par défaut en quelque sorte. Donc le STM32, c'est fini. L'Arduino Nano aussi. Le Raspberry Pi Pico aussi. Il nous reste deux choix, le ESP32 ou son petit frère, le ESP8266. Donc il y a très peu de différence, mais le ESP32, on sait qu'il est plus puissant. Le ESP8266, lui, il n'a que le Wi-Fi pour communiquer, et le ESP32, le Wi-Fi et le Bluetooth. Et donc je trouve que le Bluetooth et le Wi-Fi, les deux, ça sert à rien. Donc on va juste se contenter du Wi-Fi. Et donc pour ça, on a la carte classique ESP8266, mais il existe aussi d'autres formats de cette carte, dont par exemple le format Wemos D1 Mini, et c'est ce format-là que moi je vais utiliser dans la vidéo, que le format sera plus réduit et donc plus pratique pour le mettre dans un boîtier de petite taille. Et ensuite, une autre question, c'est comment est-ce qu'on va alimenter cette carte, et pour ça, on a quelques choix. Donc moi, je vous ai dit, je vais essayer de limiter les câbles, donc je vais éviter de faire un port USB par lequel on est obligé de l'alimenter en continu. On peut utiliser plusieurs piles comme ici, ou bien utiliser une batterie. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser une batterie, parce que je trouve qu'ils ont une meilleure capacité et pour la taille qu'ils ont. Donc on a encore quelques soucis. Le ESP8266 fonctionne en 3,3 volts et on peut lui envoyer au max 3,6 volts pour qu'il puisse fonctionner par un port externe, puisque bien sûr si on alimente par le port micro USB, dans tous les cas il va recevoir une tension de 5 volts. Et donc une batterie comme celle-là, lorsqu'elle est pleinement chargée, on atteint les 4,2 volts. Sauf qu'on ne peut pas alimenter directement notre carte
ESP8266 avec notre 4,2 volts. Sinon, on va la griller tout simplement. Donc pour ça, on a deux choix. Soit réduire la tension pour qu'on ait environ 3,3 volts. On alimente directement notre ESP8266. Ou bien, il faut augmenter la tension de la batterie, la mettre à 5 volts, l'alimenter donc directement dans le 5 volts et laisser la carte descendre cette tension à 3,3 volts, car comme on peut le constater ici, cette carte a un régulateur de tension, donc on peut l'alimenter par la pin Vin et entrer par exemple du 6 ou 7 volts, et cette tension sera réduite à 3,3 volts pour le fonctionnement du processeur. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va recharger cette batterie à l'aide d'un module TP4056 que je vais présenter dans une future vidéo. Et cette batterie là, la tension qu'elle a, on va l'augmenter à 5 volts pour que la pin Vin descendre cette tension à 3,3 volts pour qu'on puisse contrôler ensuite le data de notre LED ou autre chose. Donc là, on sait plus ou moins les composants qu'il nous faut. Un Wemos D1 mini. Dans mon cas, une batterie 3,7 volts. Le module de charge TP4056 avec lequel donc on va recharger notre batterie lorsque la batterie du projet sera basse. Et avec le 4,2 volts maximum qu'on va voir ou 3,5 volts si la batterie est un peu déchargée. On va entrer dans ce module MT3608 que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. On va alimenter ce module là et on va sortir donc le 5 volts qui va venir dans notre carte. Ensuite, la carte va convertir le 5 volts en 3,3 volts pour le processeur. Un autre détail important concernant l'alimentation, donc si vous faites le choix d'alimenter ces LED là par la carte que vous utilisez, ça peut être une carte Arduino, ça peut être une carte STM ou une carte ESP, faites gaffe parce que chaque LED consomme au maximum 60 mA et 60 mA c'est si on fait du blanc à pleine intensité. Donc la carte a une intensité limite qu'elle peut délivrer aux composants auxquels on branche. Donc utiliser une alimentation externe comme ce que je vais faire ici, ça peut être assez intéressant, surtout pour un projet qui peut consommer potentiellement pas mal d'énergie. Donc là on va faire un petit test pour savoir si un data qui est de 3,3 volts provient au WS2812. Je vais bientôt expliquer son fonctionnement un peu plus en détail. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est pour savoir si, au lieu d'envoyer 5 volts, car normalement les LED fonctionnent en 5 volts, si on envoie par exemple du 4,2 volts, parce que là ma batterie elle est bien chargée, si on envoie du 4,2 volts, est-ce que ça va fonctionner ou ça va pas du tout s'allumer parce que le voltage sera beaucoup trop bas. Donc c'est ce qu'on va tester. Donc le câble data de ma LED, je la connecte à la pin 15. Le 5 volts, je l'ai connecté donc au 4,2 volts de ma batterie. Et le ground, je l'ai connecté donc au ground de ma batterie. Et le ground de ma batterie, je l'ai aussi connecté à la masse de ma carte ESP32. Donc je fais ça pour que les masses soient communes et qu'on soit sûr que le signal data il transite bien correctement de l'ESP32 à nos LED qui sont ici. Voilà, ça c'est juste un petit test pour vérifier que ça a fonctionné, mais le programme qui sera utilisé là, ça ne sera pas utilisé dans la suite. Donc ce qu'on va faire ensuite, je vais connecter la carte à mon ordinateur. Donc au préalable, on va ajouter dans le gestionnaire de cartes la carte ESP32. Mais là, moi, c'est juste pour le test que j'utilise cette carte, sinon ça n'a pas vraiment d'importance. On ajoute cette carte, donc je vous mettrai le lien dans la description de cette. Ensuite, on fait OK. Et dans type de carte, gestionnaire de carte, si vous tapez ESP32, on voit qu'il y a la carte ESP32 disponible by Espressif System. Donc ensuite, vous faites installer. Donc ensuite, dans le type de carte, vous sélectionnez la carte que vous voulez tester, mais vous n'aurez pas besoin de tester puisque c'est moi qui est en train de tester actuellement. Et donc moi, je vais choisir la carte qui correspond à la carte que je suis en train d'utiliser. Donc moi, derrière, c'est écrit ESP32 Dev Kit. Et donc je vais sélectionner cette carte ESP32 Dev Kit V1. Ensuite, on change rien normalement. On sélectionne le port dans lequel est connectée notre carte. On fait téléverser le programme. Malgré que nos LED ne sont pas alimentés en 5 volts, sont alimentés en 4 volts, ils fonctionnent. Là, je pourrais déconnecter et voir que l'alimentation vient bien de la batterie. On voit qu'il fonctionne totalement. Donc on voit qu'on peut contrôler chaque LED individuellement. Donc là, si on se penche rapidement dans le programme, on utilise la librairie Adafruit NeoPixel. Donc ça, c'est la librairie qui nous permet d'utiliser ce genre de LED. Donc on va vérifier qu'il est bien installé. Et on voit qu'il est installé, il y a la version 1.1.12 au moment où je fais cette vidéo. Donc ensuite, on va inclure cette bibliothèque. On va utiliser la pin 15
de notre ESP32. Donc la pin 15, c'est celle qui se trouve ici, mais vous aurez un meilleur aperçu dans le schéma que je vais vous fournir. Ensuite, on dit le nombre de pixels qu'on a. Donc moi ici j'ai 24 LED, donc je vais dire 24. Ça c'est bien important de le spécifier si vous voulez pas avoir d'erreur. Ensuite, on fait démarrer nos LED et on va mettre la luminosité à 255, donc le maximum qu'on peut. Vous pourrez descendre ce nombre si vous voulez un peu moins consommer ou un peu moins envoyer de luminosité, mais 255 au maximum pour voir si la batterie elle va bien suffire par la suite pour faire notre projet. Et ensuite, c'est un programme super simple. Donc, I qui correspond au num pixel, donc le pixel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'au 24. Donc, il y a du rouge qui parcourt toutes les LED. Ensuite, on fait faire du vert et ensuite du bleu. Ça, on pourrait modifier, mais là, c'est juste un programme de test. Donc, je ne vais pas vraiment m'occuper de ce programme. Donc, on voit que ça fonctionne. Donc là, je vais pouvoir faire le schéma que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc ensuite, si vous souhaitez installer WLED sur votre carte, il faut que vous rendiez sur WLED, mais sur Microsoft Edge ou Google Chrome. Il n'y a que sur ces deux navigateurs que l'installation de WLED est possible. Ensuite, lorsqu'on va dans la page de WLED, on sélectionne la dernière version, on fait Install, on sélectionne le bon port. Ensuite, WLED va se connecter et on va pouvoir l'installer. Donc on fait Install. Donc là, il est en train de faire sa procédure d'installation. Il va tout effacer et puis par-dessus, il va installer WLED. Donc une fois que l'installation complète, on fait Next. Et là, on va configurer le Wi-Fi sur notre carte. Vous entrez le nom de votre box et son mot de passe. Vérifier est connecté dans le réseau, on peut aller sur son adresse IP. Et là, on va faire quelques petites configurations. On va aller dans Config qui est dans les paramètres. Donc par défaut, ça dit qu'on utilise le GPO2, mais moi j'utilise le GPO4, donc je vais mettre GPO4. Et le nombre de LED, je vais mettre 10. Ensuite, on fait Save. Et donc là, par défaut, là actuellement, moi j'ai pas du vert, j'ai une autre couleur. Et lorsque je fais du rouge, j'ai une autre couleur aussi, donc je vais devoir aller dans les configurations à nouveau. Et dans LED préférences, au lieu de mettre GRB, je vais mettre RGB. Je vais enregistrer à nouveau. Et puis maintenant, ça fonctionne. Lorsque je mets du rouge, c'est du rouge. Et lorsque je mets du vert, c'est du vert. Si on le souhaite, on peut éteindre ou allumer directement depuis l'interface. Donc l'interface, elle est plutôt agréable et ça, on peut aussi installer cette application sur Android ou iOS. Maintenant, on va faire le schéma et le PCB pour notre circuit. Et moi, aujourd'hui, je vais utiliser EasyEDA. Donc, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger ce programme. On a différentes versions pour les différents systèmes d'exploitation. Donc, moi, Windows, on voit aussi pour Linux. Moi, je vais prendre pour Linux puisque je suis sur Linux. Moi, je vais prendre la version standard parce que je n'ai pas de compte pro. Donc, ensuite, on fait télécharger. Ensuite, voici le dossier du contenu que je viens d'extraire. Donc, voilà le fichier qui va nous permettre d'installer le programme. On vérifie qu'il soit bien exécutable comme programme. Ensuite, on ouvre dans un terminal et on fait sudo /install.sh. Ensuite, vous faites entrer et la procédure, elle va se faire toute seule. C'est super simple. Donc, si vous avez un compte chez eux, vous pouvez vous identifier. Ce sera plus simple par la suite. Ensuite, si vous me demandez comment est-ce que vous utilisez EasyEDA, je vais dire que c'est pour un usage personnel. Et donc, je vais mettre comme nom électrocodeur. Si vous êtes sur le navigateur ou l'application, ensuite vous faites nouveau, schéma, nouveau schéma. Et donc là, on va faire notre schéma. Donc maintenant que vous êtes sur EasyEDA, vous allez aller dans Library. Et ici, dans la barre de recherche, vous allez taper WS2812. Et là, on va regarder les différentes lettres qu'il y a. On peut voir qu'il y a différentes tailles. 1209, 1420. Le format le plus courant, c'est 50-50. Et là, on se rend compte qu'il n'y a rien dans le stock. On va regarder pour le même composant, mais qu'il soit dans le stock. Et là, on voit que ce composant-là, il est bien dans le stock de LCSC et il sera aussi assemblable sur GLC PCB. Donc là, moi, pour mon projet, j'ai décidé de mettre 11 LED. Donc là, je vais les mettre. Donc ensuite, on fait échappe ou clic droit. Donc là, j'ai un peu mieux disposé mes composants. Ensuite, dans Library, on va venir et on va taper Wemos D1 Mini. Donc c'est le SP8266 sous le petit format. Donc là, on voit qu'il y est et malheureusement, il n'est pas dans le stock de GLC PCB. Donc on va prendre celui-là, il a l'air de ressembler plus ou moins à l'original. On va aussi avoir besoin du module de charge TP4056.
Mais j'imagine que le module ne doit pas être ici, dans le format dans lequel on va utiliser. Là, il a l'air d'aller, on va le prendre. On va la mettre ici. Ensuite, on va ajouter aussi le MT3608 s'il existe, bien évidemment. Donc on constate qu'encore une fois, il n'y a pas le MT3608 dans le format que nous on va utiliser. Donc on va le mettre ici. Avant d'avancer, je vais vous parler du datasheet du WS2812. Donc dans le menu à droite, on a différentes options. Et si on vient dans View Datasheet, on vient sur cette page. Et ici on a différentes informations comme la vitesse de transmission. Dans le programme qu'on avait testé tout à l'heure, on a une vitesse de 800 kHz. On voit par exemple le voltage qu'on peut appliquer. Lorsqu'on appliquait du 4,2 volts avec la batterie, c'est normal que ça fonctionnait. On était dans les tensions qui étaient utilisables. Ici, on a un petit schéma qui nous montre comment fonctionnent plusieurs LED en série. Donc, comme ce que nous on va faire. Donc, tous les ground, ils sont communs. Tous les plus, ils sont communs. Et le D-in, il sort du D-out et il vient se connecter sur le D-in de la prochaine LED. Ensuite, de la prochaine LED, le D-out, on vient se connecter au D-in de la prochaine LED, etc., etc. On remarque aussi qu'il y a un condensateur entre le plus et le moins. Et ce condensateur, il a une valeur de 100 nanofarad. Ça, on va le mettre en œuvre et on va aussi ajouter le condensateur par protection. Et donc là, on va connecter comme c'est indiqué sur le datasheet. Donc le D-out de notre LED, on le connecte au D-in de la future LED et ainsi de suite. Vous voyez à bien respecter l'ordre des LED. On va relier toutes les masses ensemble et tous les plus ensemble. Et donc pour ça, ici, on a l'outil NetFlag GND, qui est un outil assez intéressant, qui va permettre de nous connecter au ground directement. Et ensuite, on tire un peu si vous voulez que ce soit un peu plus propre. Et là, on a les grounds qui sont connectés ensemble. Donc on va en faire de même pour les autres grounds. Et donc avec R, on peut faire une rotation. Et là, on a connecté toutes les masses ensemble. Et donc à présent, on va connecter tous les VDD ensemble. On va prendre le NetFlag VCC. Et ensuite, on va connecter le VCC à la sortie V-out de notre MT3608 dans mon cas. Et ensuite, on va faire de la pin 5 par exemple. On peut utiliser la pin 5, mais tout comme on peut utiliser une autre. Ça, c'est dans le programme qu'on va définir ensuite. Et cette pin, on va la relier au D-in. Donc ça sera pour le data input, donc l'information qui va transiter. Ensuite, il nous reste encore quelques connexions. Donc par exemple, il faut qu'on alimente aussi notre Wemos D1 mini. Donc là, c'est important de bien connecter out plus plutôt que batterie plus sur le V-in. Parce que B+, ça va pomper sur la batterie autant qu'elle pourra. Alors que la pin out+, si elle remarque que le niveau de la batterie est beaucoup trop faible, alors on ne pourra pas tirer dessus et là le circuit ne fonctionnera pas du tout. Ce qui indiquera donc qu'il faudra mettre notre circuit en charge. Avant que j'oublie, on va insérer les condensateurs. Ce que je peux vous conseiller, c'est de venir dans LCSC Electronics et de venir dans All Products. Ensuite, venir dans Capacitor, dans Ceramic Disc Capacitor. Et là, ici, dans Capacitance, mettre 100 nanofarad. Donc, on a trouvé 500. Ensuite, si vous trouvez le LCSC part, faites copier. Et ensuite, vous le collez ici, d'autres pièces. Et donc, moi, là, ici, j'ai les condensateurs de 100 nanofarad. Et je vais les placer donc dans mon circuit. Avant que j'oublie, généralement, dans la pin data, les gens rajoutent une résistance de 470 ohms. C'est pas indiqué sur le datasheet, mais beaucoup de personnes le font et c'est généralement mieux pour lisser le signal qui va venir. Donc ensuite on va placer cette résistance juste ici. Donc là voilà, on a fini notre câblage, on peut vérifier. Ensuite on va faire convertir le schéma en PCB. Là il nous dit qu'on n'a pas connecté certaines pins. Est-ce qu'on veut vérifier? On peut mettre oui. Et on verra qu'on n'a pas connecté les pins du jumper, c'est pas très important. On voit qu'on n'a pas connecté le fin du day-out, c'est pas important. On voit donc les pins qui n'ont pas été connectés et là il n'y a pas de souci. Ensuite on pourra faire la même chose et on fait no keep going. On voit que normalement il n'y a pas d'erreur.
Il nous demande d'enregistrer un fichier, donc on va faire fichier, enregistrer sous. Ensuite, donner le nom que vous voulez. Moi, je l'avais déjà enregistré sous WS2812. Donc là, enregistrement réussi. On va réessayer de faire la même chose. No, keep going. Donc là, il nous demande de choisir la taille du PCB. Pour l'instant, on fait annuler, c'est pas très important. Donc là, on va passer l'unité en millimètres, ce sera plus pratique. On va mettre tous nos composants manuellement. Ensuite, on va venir dans format, distributeur array. Et là, on va mettre le rayon dans lequel on veut les mettre. Donc moi, je vous avais dit que ma bougie faisait 67 mm. Et donc, nous, on va mettre la moitié. Donc, par exemple, on va mettre 30 mm. On va mettre dans le sens entier horaire, c'est pas très important. Et l'espacement, vu que j'ai 11 LED, on va faire diviser par 11, puisque 360 degrés, c'est un cercle complet. On va mettre 32,73. On va faire OK, et on va voir qu'est-ce que ça donne. On voit que c'est pas très mauvais. On peut faire rotate item to match pour un peu mieux voir. Faire par exemple start degré 10, même si là pour l'instant je sais pas si c'est les bons paramètres. Ensuite, pour tous les condensateurs, on peut effectuer la même chose. Donc on va mettre un rayon un peu plus petit. On va faire OK. On voit que c'est pas suffisant. On va faire 25 par exemple. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est track pour nous permettre de créer des vrais liens qui vont être imprimés par la suite dans les composants qui nous intéressent. Donc là, je fais le lien entre la résistance qui vient de D2 jusqu'au data input. Donc là, je vais faire de même. On peut faire ça pour tous les composants, mais si on veut, on peut faire routage automatique. Et donc là, on peut faire démarrer. Et donc pour ça, il va falloir qu'on déplace le tout à l'intérieur du PCB. Ensuite, on fait routage automatique. On fait démarrer et on va voir qu'est-ce qu'il va réussir à faire. Donc il a réussi à tout faire et il a fait un via. Donc un via, ce sera un trou fait par la suite. Et c'est un trou qui traverse ces deux surfaces pour les relier ensemble. Donc ça, il faut essayer d'en limiter au maximum puisque ça peut être généralement des sources d'erreurs dans les câblages. Je vais modifier le tout pour que ce soit le plus beau possible et avec le moins de connexions qui sont proches et qui risquent potentiellement d'être un court-circuit. Donc une fois que vous avez fini votre PCB, vous pouvez faire DRC erreur et ça va vous afficher s'il trouve des erreurs. Une connexion qui touche une autre, peut-être des connexions beaucoup trop proches. Ensuite, ce qui peut être pratique à faire, c'est venir dans côté composant, Copper Arena, choisir la connexion GND. Ensuite, tracer les contours de notre circuit imprimé. Et donc, toute notre masse, maintenant, elle est devenue commune. Et donc, toute la masse est reliée. Donc ça va être assez pratique, car ça va permettre à notre masse de se promener partout, d'avoir le meilleur signal possible. Donc là, ici, toute cette partie-là, c'est la masse. Et la masse, comme vous voyez maintenant, on la voit plus. Mais elle est englobée ici. Donc j'ai eu un petit aléa au moment où je voulais passer la commande de mon PCB. GLC-PCB m'a fait savoir que les LED que je souhaitais utiliser n'étaient pas assemblables en version économique et qu'il fallait que je passe en version standard. J'ai accepté, sauf qu'à ce moment-là, on m'a indiqué que la taille de mon PCB allait être augmentée. Comme vous le savez, j'ai un rayon à respecter et mon PCB, s'il devient trop gros, il rentrera pas à l'intérieur de mon boîtier, donc j'ai dû refuser. Et donc, j'ai cherché des LED qui étaient assemblables facilement par GLC-PCB. Donc, pour ça, il y avait d'autres LED WS2812 sous ce format-là, un format dans lequel les pattes, ça va traverser, donc le monter en surface. Et j'ai regardé le datasheet pour avoir un peu plus d'informations, si c'est bien les mêmes LED, etc. Donc, niveau alimentation, ça sera la même chose. On pourra alimenter avec la batterie, normalement, il n'y aura pas de souci. Et si on regarde un cas d'utilisation, on remarque qu'il y a une résistance de 75 ohms entre le data out et le data in à chaque fois. Et il y a encore nos condensateurs. Donc j'ai ajouté toutes les résistances de 75 ohms. Je retirais une LED pour que le PCB puisse rentrer. Donc les seules parties que je pouvais utiliser, c'était ce côté et ce côté. Donc ensuite j'ai replacé les composants comme je vous ai montré tout à l'heure et rajouté les résistances. Donc là c'est des résistances qui seront montées en surface comme les condensateurs. Ensuite on va faire fabrication. Donc on va exporter. On va faire yes, check. Je n'ai pas fait vérifier. Donc on voit une petite vue. Normalement, ça doit être ça, les composants. Donc je fais generate Gerber. Ensuite, si vous souhaitez faire assembler vos PCB par GLC PCB,
Vous aurez besoin du fichier BOM. On fait exporter la nomenclature. Et on va aussi faire exporter le pick and place file. Donc ça, c'est pour savoir où est-ce qu'ils devront placer nos composants. On va rien modifier et on exporte aussi. Donc là, on a tout exporté. On peut passer dans le site de GLCPCB. On va faire Add Gerber File. On va choisir le fichier qu'on souhaite imprimer. Là, ici, on va faire PCB Assembly. On va valider. Et on va lui demander d'assembler la face du haut avec les conditions d'utilisation de GLCPCB. On fait confirmer. On fait Next. On va ajouter notre fichier BOM et notre fichier CPL, donc Pick and Place. Ensuite, on fait Process. Ensuite, une fois que tous les composants sont bons, on fait Next. Là, normalement, on n'a pas besoin de faire grand chose. Moi, je vais faire Next. Ensuite, on pourrait mettre plutôt Smart Product ou Do It Yourself. Donc, je vais mettre Do It Yourself et je vais mettre Programmable Controller. Ensuite, on fait Save to Card. Ensuite, il vous restera plus qu'à payer avec votre moyen. Ça peut être une carte de crédit, ça peut être PayPal. Et donc maintenant, on va se retrouver une fois que le colis sera réceptionné. Donc, à présent qu'on a reçu notre PCB, on va souder les composants qui devraient lui être soudés dessus. D'abord, on va souder l'ESP 8266 et j'ai une petite astuce pour vous pour pouvoir souder ces connecteurs. Vous pouvez les brancher dans une breadboard. Ensuite, on peut brancher l'ESP 8266 et donc il tient quasiment tout seul. Donc pour le souder, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous être utile, que vous avez pu apprendre quelque chose. Si c'est le cas, alors abonnez-vous, likez, partagez et commentez. C'était Electrocodeur. Ciao!